tous et bienvenue dans le Buzz. Salut Thibaut. Salut Bénédicte. En deuxième partie aujourd'hui, on recevra à nouveau Orelsan, le rappeur de retour avec un album. Il est toujours aussi actif sur le web, vous verrez ça tout à l'heure. Mais d'abord, on a voulu s'intéresser au phénomène des live tweets sur les émissions de télé. Et Thibaut, c'est de plus en plus répandu. Oui, un exemple tout simple, l'intervention de DSK sur TF1. Les explications que tout le monde attendait, ça a généré une quantité record de tweets. 7 tweets à la seconde, c'est énorme, du jamais vu. On revient sur cette soirée où les tweetos s'étaient déchaînés avec Emmanuel Raoul, Yael Chambon et Martin Chouraki. Pour ces premières DSK, 3 lettres qui font beaucoup de chiffres. 14 millions de téléspectateurs, plus de 14 000 tweets, soit plus de 7 par seconde. Commentaires, sarcasmes, blagues graveleuses, on trouve de tout sur Twitter, où le sens critique côtoie la paranoïa, comme avec cette suspicion que l'interview ait été enregistrée alors qu'elle était bien en direct. Claire Chazal a concentré bon nombre d'attaques, notamment en raison de sa proximité avec Anne Sinclair. Même CNN souligne le fait que DSK est interviewé par une amie de sa femme. Les féministes du groupe La Barbe, qui manifestaient au pied de la tour TF1, ont aussi invité les internautes à poser les questions que la vedette du 20h ne poserait pas à son invité. À quel signe comprenez-vous qu'une femme est consentante ou pas ? Pour le journaliste David Abiker, les réseaux sociaux sont en train de révolutionner la manière dont on regarde la télévision. On est non seulement avec sa télévision et ce qui se dit dans la télé, mais on est avec toute sa communauté et on partage des impressions sur ce qui se dit. Donc quand Dominique Strauss-Kahn à un moment donné dit bien sûr qu'il y a eu un pacte avec Martine Aubry, paf, tout le monde freine en disant attention, attention, ce moment de l'émission il est vachement important. Et ça, Claire Chazal, elle ne peut pas le dire, elle ne peut pas le commenter. Claire Chazal, elle est obligée de continuer son interview. Elle ne peut pas dire, au moment où il lui fait cette réponse, on s'arrête parce que ça, ce que vous venez de dire, ça va faire polémique, mes collègues vont en parler demain. Ça, c'est Twitter qui le fait. À la fois agora des fouloirs, thermomètre de l'opinion, Twitter est aussi devenu un outil de communication politique instantanée. À droite, les commentaires ainsi ont été cinglants. Dominique Bussereau fustigeant un vieux comédien insincère et finalement terriblement indécent. Jean-Pierre Raffarin lui assène. DSK est plus à l'aise pour afficher sa compétence que sa sincérité. À gauche, les candidats à la primaire ont brillé par leur silence, tandis que Jean-Marie Le Guen, proche de DSK, lui faisait part de son soutien, le qualifiant de digne. Plus acrimonieux, ces mots de Bruno Le Roux, soutien de François Hollande, qui réagit à l'aveu de pacte entre DSK et Martine Aubry. La volonté, l'envie, ça ne s'improvise pas après un empêchement. Un scud en direction de la première secrétaire du PS qui a déclenché nombre de réactions d'internautes. Pas de doute, le gazouillis change la donne de la communication, qu'elle soit médiatique ou politique. Twitter change la donne. Pour parler de ce phénomène qui touche aussi bien les émissions politiques, on l'a vu, que les jeux ou les téléréalités ou même n'importe quoi d'autre à la télé, on a invité Emmanuel de Saint-Bon de l'agence Roxane Compagnie. Vous êtes chargé, vous intervenez pour Accor sur les réseaux sociaux. Vous allez nous expliquer tout ça. Jean-Yves Stervinou, un malade de télé d'internet qui a créé le site devantlatélé.com. Vous recensez tous les tweets échangés, tous les commentaires d'internautes. Et puis Renaud Pila, allez-y Renaud, venez vous installer. Notre journaliste politique maison sur le site de la chaîne. Jean-Yves, on va commencer avec vous. Tous les chiffres qu'on a entendus là dans le sujet, c'est grâce à vous qu'on les a eus en fait. L'AFP se les a procurés via vous. Expliquez-nous comment fonctionne, ce qu'on trouve sur votre site devantlatélé.com. Donc c'est un site de social TV, donc de télé sociale. Donc on peut retrouver en temps réel les réactions des téléspectateurs qui sont devant leur téléviseur. Donc ça inclut tous les messages qui viennent de Twitter en temps réel et les messages publics de Facebook aussi qui sont postés par les téléspectateurs. Donc ça fait beaucoup de données qu'on peut analyser. Pour en sortir le nombre de personnes qui sont en train de tweeter comme des fous devant leur téléviseur. Et donc pour cette soirée DSK, les gens ont tweeté comme des fous et l'affluence de votre site Donc je pense que ça a vraiment battu tous les records. Le record jusqu'à maintenant, c'était plus autour de Secret Story, qui génère à chaque fois avec des pointes à 3-4 tweets par seconde, très régulièrement. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, par seconde, ça en fait. Là, c'était 7 tweets par seconde. Voilà, donc là, c'était 7, même un petit peu plus tweets par seconde, donc ça a vraiment explosé le record sur Twitter. Alors Emmanuel, donc vous intervenez pour le groupe Accor sur les réseaux sociaux. Désormais, donc tout ce que pensent les internautes est publié sur Internet. Comment est-ce qu'on gère cette déferlante ? Je ne parle pas spécifiquement de cette affaire-là, mais en règle générale. En règle générale, c'est toute la difficulté. Il y a d'abord la question du volume, qui est non seulement technique, mais humaine, parce qu'elle requiert que nous discernions au milieu de ce flot d'informations où on trouve aussi bien des informations sérieuses que des gaudrioles, ce qui peut faire du sens. Et il y a une deuxième phase qui est d'analyse, de faire des rapprochements, parfois d'un pays à l'autre,
pour faire émerger pour la marque pour laquelle nous travaillons du sens et de coordonner son action à travers ces médias. Mais on ne peut pas le gérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter un internaute qui vous en voudrait, par exemple ou, On ne peut pas rien l'arrêter, faire. en effet. Ouais. En revanche, il y a différentes approches. L'une d'entre elles consiste à entrer en contact avec elle pour peut-être faire valoir des arguments et le calmer. Et puis, dans certains cas, on peut faire intervenir d'autres biais, d'autres personnes qui ne sont pas la voix de la marque, mais qui peuvent être les défenseurs de la marque. Et ça, c'est assez efficace. Il est nouveau, votre métier, d'intervenir sur justement l'image sur les réseaux sociaux? Il est très nouveau puisque c'est assez récent finalement que les gens s'expriment sur Internet et que toutes ces informations finissent par générer de l'influence. Donc oui, ça change la façon de faire de la communication et ça change la façon de faire du marketing. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de moyens pour s'occuper de cette image. Pourtant, Twitter, c'est encore qu'un microcosme, non? C'est si important que ça? Oui et non. Twitter en France, on a du mal à voir les chiffres, mais on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont actives, peu au regard de Facebook, 22 ou 23 millions de membres. En revanche, c'est un réseau qui a une très forte notoriété, 78% en France. Et puis, on sent que c'est un réseau qui est utilisé par des influents, c'est-à-dire des journalistes, des hommes politiques, des stars. Et donc, c'est là qu'on y trouve l'information, d'une part, et c'est là, d'autre part, où très rapidement l'information circule. Vous-même, vous tweetez sur votre marque? Absolument, et, Ouais. avec plaisir. C'est vrai. Ah, beaucoup, oui. Renaud, on a dit donc sur cette soirée de dimanche dernier que ça avait été un record de tweets. Avant, le record était détenu par Secret Story. Ça va du simple au double, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça vous a étonné que sur une émission politique, enfin, en tout cas un dossier politique, ça génère autant de tweets? Non, en fait, compte tenu de l'ampleur de l'affaire qui dure maintenant depuis des mois, je pense qu'il y avait une très forte attente, et l'audience d'ailleurs l'a montré. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, Twitter, ça permet quoi? Ça permet de recréer en fait des mini-événements en famille ou entre amis. Ça permet, avec sa communauté, de partager et d'échanger un moment de télévision. Et celui-là était extrêmement attendu, donc ce record m'a pas étonné. À mon avis, il y aura d'autres... pendant la campagne présidentielle événements qui permettront ce genre de... Voilà, ce genre de... C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était passif devant sa télé, ou au mieux, on était au téléphone avec sa maman pour dire « Ah, t'as vu, sa coupe de cheveux, voilà ». Maintenant, c'est plus le cas, quoi. Maintenant, on est actif, quasiment. On est actif, mais ce qui est assez extraordinaire dans l'outil Twitter, il me semble que c'est un outil quand même de pédagogie pour suivre une émission à la télévision. Si vous y connaissez, par exemple, rien en politique, et que vous arrivez, par exemple, sur le débat sur la première PS, très très vite, comme au fur et à mesure, à la fois les internautes, qu'ils soient journalistes, militants, citoyens, commentent au fur et à mesure et expliquent pourquoi un tel a dit ça, c'est parce qu'il y a 8 mois, ils ne s'entendaient pas, ou parce qu'il y a une alliance. Ça permet de mieux comprendre. Sur Secret Story, c'est pareil. J'imagine que quand quelqu'un vient et qu'il n'a pas suivi tous les épisodes, il est briefé en quelques minutes. Donc cet outil, pour le coup, est formidable. Vous avez regardé un peu la teneur des tweets sur la soirée de dimanche dernier. Il n'y avait que de l'humour ou il y avait aussi autre chose? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux de mots, on l'a vu dans le sujet. Il y a de tout. Ça ne volait pas forcément très haut, toujours, quoi. Il y a de tout. C'est comme quand on part entre amis au comptoir ou autre. C'est vraiment Twitter, pour le coup, je trouve, un site de rencontre. C'est virtuel, mais c'est un site de rencontre immense, mondial, et en France, qui met en rapport des citoyens entre des citoyens et des journalistes, des citoyens et des hommes politiques. Et je pense qu'on n'a pas encore mesuré la révolution que ça entraîne dans la communication politique et la façon dont sont perçus les événements. Mais Renaud, il y a aussi beaucoup de blagues, de blagueurs et d'informations mêlées sur ce réseau. Alors est-ce que les politiques le prennent vraiment au sérieux? Est-ce qu'ils s'y mettent? Est-ce qu'ils veulent s'en servir? Ou alors ils traitent ça de loin? Je pense qu'il y aura pour le coup un avant et après affaire Strauss-Kahn, parce que je crois que les chiffres sont difficiles à avoir, mais il me semble qu'au mois de mai, il y a eu 300 000 inscriptions en France sur Twitter. Vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet? Il y a un lien direct, puisque en fait, Twitter s'est construit autour de l'événement. À chaque fois qu'il y a un événement extrêmement important dans l'actualité, que ça soit Fukushima dramatique, ou que ça soit les révolutions arabes, ou l'affaire Strauss-Kahn, dans le domaine de l'événement, ça fait venir des gens sur Twitter. Et les politiques, du coup, comme les journalistes, les derniers récalcitrants, se sont abonnés. Il y a un très net changement en septembre. Tout le monde est sur Twitter. Pour les politiques, c'est périlleux parce qu'effectivement, ils peuvent être live-tweetés. Dans les matinales de radio, immédiatement, il y a ce qu'on appelle le fact-checking. On vérifie. Certains internautes vérifient ce qu'ils disent. Est-ce que les chiffres sont vrais? Est-ce que les mesures ont été appliquées dans leur département? Donc c'est plus compliqué. Mais il me semble que c'est un outil formidable pour eux parce qu'ils peuvent également réagir à l'actu sans intermédiaire. Il n'y a plus besoin, je dirais, d'attaché de com ou d'attaché de presse. Immédiatement, on l'a vu le soir du débat primaire, ils réagissent. D'accord, Jean-Yves, vous avez vu aussi, vous, un switch à partir du mois de mai?
Au début de l'affaire DSK? Oui, et pour aller aussi sur votre site. dans votre sens, ce que je remarque, c'est que ces dernières années, la télévision a vécu des grosses évolutions technologiques, la haute définition, la TNT, la télévision connectée, et là on vit une vraie révolution des usages, où les gens échangent entre eux, échangent avec les programmes, échangent avec les animateurs. On verra ça en deuxième partie avec les Koh-Lanta. animateurs, on parlera de Koh-Lanta justement tout à l'heure parce que Denis Brognard nous a donné une petite interview. Thibaut, en tout cas les internautes n'ont pas fait que poster des commentaires sur cette fameuse interview dimanche dernier, ils ont aussi fait leur propre montage. Exactement, une mise en parallèle entre les excuses de Bill Clinton après l'affaire Lewinsky en 98 et cette interview de dimanche sur TF1, ça donne quelque chose d'assez éloquent, regardez. Je vous parle ce soir. Je voulais parler d'abord devant les Français. En effet, j'ai eu une relation avec mademoiselle Lewinsky qui n'était pas appropriée. C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. En fait, c'était mal. C'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Cela constitue une erreur de jugement majeure et un échec de ma part, pour lequel je suis désolé et le seul et l'unique responsable. Une faute vis-à-vis de ma femme. Je lui ai fait du mal. Je le sais. Je m'en veux. J'ai trompé des gens, et notamment ma femme. Et je le regrette profondément. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Dans l'intérêt de mes proches, j'entends désormais retrouver une vie de famille. Je vais d'abord me reposer. Je vais retrouver les miens. Voilà, on en parlait pendant la diffusion, c'est du no comment, hein, Emmanuel. Oui, on appelle ça même une forme de curation dans la twittosphère, c'est-à-dire qu'on arrive à créer un document juste en assemblant 2 matériaux différents, mais qui portent un seul et même message. Et il y a de la valeur qui sort de ça. Et ça, Renaud, l'internaute, il fait un vrai travail d'archive là-dedans. Une rédaction télé l'aurait pas forcément fait immédiatement comme ça. Absolument. En fait, les rédactions ne sont pas pléthoriques. Il y a déjà pas mal de boulot et dans certaines, de moins en moins de journalistes. Donc, pour le coup, les internautes font un travail, pour certains, de journalisme, de vérification. Alors après, il faut nous vérifier ce qui est proposé pour voir si c'est réel, si c'est bien informé. Mais il y a, pour le coup, des sources d'information qui sont aujourd'hui multiples et qui, pour le coup, pour les politiques, ça va devenir de plus en plus compliqué d'échapper à cette transparence. La démocratie de l'opinion aujourd'hui surplombe le débat et ils sont sous surveillance aujourd'hui, les politiques. Emmanuel, vous représentez donc un grand groupe français. Comment est-ce que vous gérez les employés en cas de crise ou autre d'ailleurs? Les employés, ils tweetent aussi. Comment est-ce que vous faites pour gérer l'afflux d'informations qui pourraient sortir de... C'est une question qui est délicate parce que les employés eux-mêmes ne sont pas toujours fixés sur ce qu'ils peuvent et ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de leur employeur. Et donc vous donnez des règles? Alors, quand on agit dans l'urgence, on donne des règles, mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir un groupe qui fait preuve de maturité et qui prépare en amont ce que les Américains appellent les social media policy, c'est-à-dire les règles qu'on conçoit pour les salariés pour se conduire en temps normal comme en cas de crise. D'accord. Et Jean-Yves, vous, sur votre site, vous voyez passer de tout alors? Et qu'est-ce qui ressort le plus au final? Donc déjà, c'est bien de se rendre compte de tous les types d'émissions qui sont concernées. Donc les émissions politiques, on vient d'en parler. Il y a aussi beaucoup la télé-réalité, le sport, bien évidemment. Et au début, je pensais que les gens ne commenteraient pas des films. Et on se rend compte que les gens, même les films, ils s'ennuient en fait sur leur canapé. Ou alors ils ont déjà vu le film, un grand classique, ils connaissent toutes les répliques par cœur et ils tweetent les répliques avant qu'elles passent à l'antenne. Et au final, quelles sont les chaînes les plus... Comment ça se passe? Il y a des chaînes plus répertoriées que d'autres? Il y a des commentaires sur... Alors, pour l'instant, ce sont essentiellement les chaînes principales. Après, c'est vraiment plus par type d'émission. Il y a des émissions qui se prêtent, qui se prêtent plus à l'échange, à la réaction que d'autres. D'accord. Et vous avez une capacité d'analyse, c'est-à-dire que vous dissociez les tweets positifs des tweets négatifs. Voilà, donc par exemple, faire un peu ce que fait Médiamétrie, mais plus sur les réseaux sociaux et en temps réel. Et on pourra parler, j'ai le top 10 des 7 derniers jours. Quels sont les programmes qui ont le plus fait tweeter? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Ouais. Voilà. Vous allez nous le dire en deuxième partie parce que c'est l'heure du journal, si ça vous va. Merci en tout cas à tous les trois. Emmanuel, je vous remercie d'être venu. Les deux autres, on va les retrouver juste après le journal. On parlera donc d'émissions plus légères, dont Koh-Lanta, vous l'avez compris. Et puis Aurel San nous attend en régie. Il est là pour nous parler de son nouvel album. À tout de suite.
Retour dans le buzz, toujours avec Jean-Yves Stervinou de devantlatélé.com et Renaud Pila de tf1news.fr. Juste avant la pause, Jean-Yves, on parlait du classement de ces émissions qui font tweeter. Alors, on met l'interview de DSK par Claire Chazal de côté, puisque ça a été très très tweeté. Sur les émissions plus légères, vous avez un classement? Donc voilà, c'est le top 10 des 7 derniers jours. Donc, premier DSK qui a tout explosé. Ensuite, Secret Story, donc de la télé-réalité. Ensuite, Koh-Lanta. Et ensuite, on passe sur du sport. Donc, la finale de l'Eurobasket sur France 4, On n'est pas couché. Et là, un film, Largo Winch, sur TF1. La demi-finale du basket sur Canal+, la Ligue 1 sur Canal+. Il y a beaucoup de sport quand même. Il y a beaucoup de sport. Et alors, le cinéma, c'est étonnant quand même. Le cinéma, c'est étonnant. Justement, je pense que dans les gens qui ont la trentaine, 35 ans, on se disent, mais attends, pendant un film, tu es concentré, tu regardes le film. Et en fait, les générations plus jeunes n'ont pas du tout... Les jeunes n'ont pas la même façon que nous de regarder la télé. Et d'ailleurs, Thibault, les chaînes s'intéressent de plus en plus à Twitter. Oui, et notamment notre ami Denis Brognard, monsieur F1, pas TF1, monsieur F1, monsieur Koh-Lanta, qui était tout sauf présent sur Twitter. Et il s'y est mis pour la nouvelle édition de Koh-Lanta, nouvelle saison. On lui a demandé, il s'est pris au jeu, il adore Twitter. Il ne pouvait pas venir nous l'expliquer, mais regardez ce qu'il nous dit sur ce nouvel amour, Twitter, Denis Brognard. Je trouve que c'est vachement bien parce que généralement on a toujours un intermédiaire avec les téléspectateurs, ce sont les journalistes de la presse télé et qui ne posent pas forcément les questions qu'ont envie de poser les téléspectateurs. Et contrairement à Internet où les gens se déchaînent et ce sont souvent ceux qui sont négatifs ou qui ne sont pas contents qui prennent le temps d'écrire, là ce sont des gens qui sont plutôt positifs. Je crois que Je trouve que c'est vachement bien parce que généralement on a toujours un intermédiaire avec les téléspectateurs, ce sont les journalistes de la presse télé et qui ne posent pas forcément les questions qu'ont envie de poser les téléspectateurs. Et contrairement à Internet où les gens se déchaînent et ce sont souvent ceux qui sont négatifs ou qui ne sont pas contents qui prennent le temps d'écrire, là ce sont des gens qui sont plutôt positifs. Je crois qu'en l'espace de 15 jours maintenant, j'ai dû avoir 1 ou 2 messages assez négatifs qui sont en plus repris à mon corps défendant par les autres tweetos, comme tu les appelles. Et je trouve que c'est malin parce qu'il y a plein de questions auxquelles j'aurais même pas pensé, qui me sont posées par les téléspectateurs via Twitter. Et oui, par exemple, sur Koh-Lanta, il disait que les questions les plus fréquentes des filles, c'était comment elles font pour s'épiler. Non mais c'est vrai, c'est idiot, mais Renaud, vous êtes journaliste politique, mais vous connaissez évidemment très bien la télé. Ça change la façon de travailler, les tweets, par exemple, une émission comme Koh-Lanta qui est tweetée en direct, les téléspectateurs peuvent interpeller sur un sujet dont ils aimeraient qu'on parle, etc. Oui, je pense qu'à la fois pour les animateurs de télévision, mais également pour les politiques, c'est pour le coup un outil de retour quali, comme on dit, extrêmement performant. Mais ils y sont vraiment attentifs? En tout cas, les politiques, je crois pas. Il y a un énorme progrès à faire pour eux parce que c'est gratuit. Il y a quand même de plus en plus de monde, même s'il ne faut pas exagérer, encore une fois, l'importance de Twitter, comme on l'a dit en première partie. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés mais qui ne sont absolument pas actifs, qui abandonnent parce qu'ils trouvent ça trop compliqué ou ça ne leur correspond pas. Donc il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui sont actives, mais quand même, ce sont des gens qui sont très politisés, qui sont surinformés. Donc pour un politique, moi je trouve qu'après une interview ou après un débat, aller voir ce qui s'est dit sur soi, ça peut être extrêmement intéressant parce que souvent en politique, vos amis n'osent pas dire exactement ce qu'ils pensent. Et est-ce dû à un fossé générationnel pour les politiques qui ne s'y intéressent pas pourquoi ? Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment sur Twitter, on l'utilise en fonction de sa personnalité. Il y a des politiques jeunes qui tiendront ça comme un compte officiel d'un ministère. Et il y a des politiques beaucoup plus âgés qui s'y sont mis. Alain Lambert, par exemple, on le connaît, le sénateur Alain Lambert, il a été très tôt sur Twitter, il est extrêmement dynamique et extrêmement spontané. Jean-Yves, vous êtes addict ou pas, vous, à ça, tous ces tweets, ces smartphones, etc. Vous y passez combien de temps par jour? Vous savez ou pas? Une grosse, je suis connecté en permanence sur Twitter. Donc, du jour et de la nuit, alors. La nuit, votre journée est 14 000 tweets. Ah oui. Il est plutôt honte qu'autre chose. Mais non, faut pas s'inventer. Ça a tout changé. De l'addiction qu'autre chose. Et ça a donc tout changé dans votre façon d'appréhender la télé, de regarder les émissions. Entièrement. Vous êtes avec votre tablette sur les genoux et vous tweetez en même temps. Avec mon ordinateur portable, quoi. Alors on a demandé à Denis ce qu'il pensait de ce risque d'addiction justement parce que donc il est nouveau, vous l'aurez compris sur Twitter et il a très très peur de l'addiction. Écoutez-le.
C'est rigolo, quoi. C'est vraiment la capacité pour nous de communiquer en instantané. Alors, je fais pas ça tout le temps. Puis je me fais chambrer un peu aussi parce qu'à un moment, je dis que j'ai mal aux doigts parce qu'à force de taper sur mon iPhone, c'est un peu compliqué. Et là, quand ils me chambrent tous, je reçois une vingtaine de messages en instantané en disant « Hey Denis, t'as l'ordinateur ou l'iPad ?» Et c'est vrai que j'avais jamais pensé qu'on pouvait effectivement transposer Twitter sur un ordinateur ou sur un iPad. Donc depuis, ça y est, je me suis modernisé et ça me fait un peu moins mal aux doigts. Et je suis abonné aussi de Barack Obama. Donc Barack Obama me parle, Rafael Nadal me parle de temps en temps. Alors je leur réponds pas encore, mais je ne fais que lire. Rafael Nadal, quand il est content d'avoir gagné la demi-finale de la Coupe Davis contre la France, il me le dit. Il y a un point négatif, c'est que ça bouffe toute la batterie de mon téléphone. Alors vous pensez qu'il est mal parti, qu'il va devenir accro ou pas? Ah bah, en tout cas, il a l'air enthousiaste. Hein. Mais il me semble que l'addiction, c'est un risque réel sur Twitter pour tout le monde et pour les politiques. Pour vous? Comme c'est très regardé, je pense que quand on est responsable politique, sa parole, une fois qu'elle est écrite, parce qu'il y a une trace, contrairement à autrefois à la télé ou la radio, il y avait des flux, eh bien, elle vous appartient plus quand elle est écrite. Donc il y a un risque d'addiction. Et on a vu à l'Assemblée ou au Sénat, de temps en temps, des ministres ou autres être sur leur BlackBerry ou autre, et ça passe mal parce qu'ils sont pris en photo, ça reste. Donc il faut faire attention à l'addiction, me semble-t-il. Et vous, Renaud, avant d'aller vous coucher, vous checkez aussi ou pas? J'essaye de ne pas trop tweeter toute la journée, être sur mes tweets, et surtout en vacances, il faut couper le portable. C'est ça, vous coupez votre portable en vacances. C'est important. J'essaye déjà le soir de ne pas l'emmener dans la chambre. Je fais des efforts. Bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de LCI. Devant la télé.com, c'est le site de Jean-Yves, tf1news.fr, c'est le site de Renaud Pilat. Ah non, on aurait une équipe, TF1 News, toute une équipe. Allez, on fait une petite pause avec le Zapnet de Yael Chandon et on revient avec Aurel San. À tout de suite. En fait, je suis Ramon, je suis le cousin de Zaya. Et je peux te donner du bonheur. Ouais, c'est comme ça. Ça t'intéresse pas? Est-ce que ça t'intéresserait Non, merci. Non? Non. Et en fait, moi, je suis Ramon, donc je propose mes services. Ça t'intéresse pas, non? Non. In the house tonight, everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.